Bonjour, le vendredi, c'est n'importe qui. My name is Eric Voskuil and I'm from the Netherlands, and today I'm here to talk to you about my Nintendo collection, show you some items from my Nintendo collection, and also talk to you about a book project that I've been recently working on. In today's show, à lire à voix, Tokyo Ghoul et l'île de Giovanni, pourquoi on est là, a report about Dragon Ball Xenoverse, there's an episode from Les Oubliés de Playhistorie about Gunman Chronicles, and now the news. En plus d'être une killer app qui peut justifier au Japon à elle seule l'apparition de la New 3DS et son stick supplémentaire, Monster Hunter sait caresser les fans dans le sens du poil ou de l'écaille, c'est selon. Capcom vient en effet de révéler qu'il serait possible pour les joueurs d'arborer les armures de Samus, version Metroid classique, ou version Zero, nettement plus moulante et sexy. Il sera possible d'utiliser l'énorme canon de la chasseuse de primes qui se fixe sur l'avant-bras ou de s'essayer à des mix d'armes inédits. Et ce n'est pas tout. Il sera possible d'équiper un de vos équipiers félins, un palico, de l'armure de Megaman. Celui-ci pourra alors combattre à l'aide d'un sceptre orné d'un casque rappelant fortement Rush, le chien mécanique du célèbre robot bleu. La chasse aux monstres reprend donc l'an prochain sur 3DS. Il y a 15 ans de cela, le 8 octobre 1999, sortaient les premières cartouches Pokémon en France avec les versions bleues et rouges. Et ça continue toujours de plus belle. Les chasseurs de tous bords doivent persister à capturer tous les monstres de poche inlassablement. Le 24 novembre prochain, ils pourront se lancer dans l'exploration de la région de Hoenn, inspirée de la région de Kyushu et de l'archipel d'Okinawa. Il y aura donc de nombreuses îles dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, réédition sur 3DS des versions Ruby et Saphir, sorties il y a plus de 10 ans sur Game Boy Advance. Le jeu apportera bien entendu son lot de méga évolutions et de nouveautés. On en reparlera bientôt, à n'en pas douter. Lors de la critique du jeu sur No Life, on vous disait que le succès de Planetary Annihilation dépendrait surtout du support de son développeur sur la durée. C'est une chose qui semble évoluer vers le positif, puisqu'un nouveau patch amène, entre autres améliorations, une fonctionnalité très demandée par les joueurs. Il s'agit tout simplement du mode offline. Il est maintenant possible de jouer sans connexion permanente, et nous ne pouvons que saluer cette initiative. Hier soir à l'ambassade du Japon à Paris, bing, Kagami Bilaki. C'est la cérémonie qui consiste à briser le couvercle d'un fût de Nihonshu, l'alcool de riz japonais appelé abusivement saké chez nous. C'est une tradition qui remonte à l'époque des samouraïs qui, avant de partir au front, ouvraient un tonneau et trinquaient pour se donner courage. Et ce matin, même chose avec l'espace Cinco de Paris, bing, Kagami Bilaki. Cette cérémonie perdure au Japon, souvent pour fêter le lancement d'un événement et lui porter bonheur en quelque sorte. L'événement en question, c'est Bonjaken, un petit festival principalement gastronomique, centré sur les produits régionaux de Hiroshima. Le mot Jaken, c'est du patois local, l'équivalent de Des dans la région, pour les curieux. Ici, beaucoup de choses à déguster, à goûter, avec modération bien sûr quand il s'agit d'alcool, mais quand même, 9 brasseries ont fait le déplacement, et pour les amateurs ou les curieux, c'est l'occasion de se renseigner, d'apprendre, de découvrir comment est poli le riz, de comprendre tout l'enjeu du pourcentage du polissage, qui offre ainsi un certain degré de pureté et de qualité. Bref, de lever les sévères dans le domaine, mais toujours avec modération, je l'ai déjà dit. 今日のフェアでですね、見ていただいたら分かりますように、自然のもの、それとかものづくりのもの、それと観光地とか、バラエティに非常に富んだクオリティの高い宝というのがたくさんあるということだと思います。それと自然とその、近代的な分とが非常にマッチした都市だということです。はい。 Au niveau culinaire, on peut suivre des cours de cuisine de caractère bento, ou kiaraben. Vous savez, ces petits paniers repas avec des personnages super mignons. Du côté pop culture, 3 membres du groupe d'idol Pink Babies ont fait le déplacement. L'une d'entre elles vient de l'Actors School d'Hiroshima, d'où le rapport avec l'événement en fait, et performe plusieurs lives par jour. C'est en fait un copy-band des Pink Lady, un duo pop des années 70 qui a surcartonné à l'époque. Pink Lady さんって結構もう日本ではなんか初代アイドルみたいな有名な方なので、なんか夏メロソングみたいな懐かしい曲みたいな感じでテレビとかで流れているのをもうちっちゃい時から見ていたので、いつというかもう気づいた時にはもう知っていました。ピンクレディーさんの曲を今風に現代風にアレンジして
やっているので、結構ダンスとかもなんか取って使っている部分は使っているんですけど、変えたりしていて大変なんか自分たちなりにアレンジしたりしてるので、またちょっと違うものになってるから、まあ一緒なんですけど、歌とかカバーさせていただいてるんですけど、自分たちが表現してるのはちょっと違ったりもするので、なんだろうね、また新しいものができてると思います。C'est aussi l'occasion d'y croiser Suzuka, qui sera sur place également demain, samedi 17 octobre, dernier jour pour profiter de cet événement consacré à Hiroshima, et en plus c'est gratos. Yes, after the news, now we'll start looking at some items that I've brought with me. Nintendo's history, as some of you may know, or some may not know, started in 1889 when the company first started producing playing cards, Japanese-style playing cards, called Hanafuda cards. Some of them are shown here. And actually, for a very long time, they only produced cards. They were known in Japan as the most respectable card company, but they were only producing cards. Actually, it's a part of their history that still continues to today. Still today, if you buy a pack of Hanafuda cards, like some of the modern ones shown here, in many cases it will still be from Nintendo. In my collection, actually, there's also many of the Western cards that they started producing at some point, and I've brought one of which I think is the most funny as one of my collection, which is actually this one, which is the tiniest cards that you will ever seen. They're not very practical, but they're fun cards. So, in the next segment I'll continue with showing some items, but first, au revoir, Tokyo Ghoul et l'île de Giovanni. Du patron du café antique aux côtés de la sombre Toka qui vont lui apprendre la vie agitée et inquiétante des ghouls. Entre guerre intestine de territoire et policiers dérangés exterminateurs de ghouls, la nouvelle vie de Kaneki est bien compliquée. Il doit se faire à son nouveau corps et décider s'il est toujours un humain ou s'il est devenu une ghoul. Tokyo Ghoul touche de manière efficace à certains tabous très enracinés. L'alimentation, l'anthropophagie, le rapport à l'intégrité de son corps et de son identité. Ceux qui s'intéressent à l'anthropologie et qui sont familiers des thèses de Claude Lévi-Strauss pourront pousser à loisir les réflexions sur le sujet. Le manga d'Ishida, publié depuis l'été 2013 par Glénat et gros succès chez l'éditeur, ne se prive pas pour mettre le lecteur mal à l'aise. Il n'hésite pas non plus à parfois tomber dans le gore. L'auteur joue beaucoup sur le contraste entre le monde des ghouls et celui des humains. Par exemple, les gouttières entre les cases d'une planche sont mises à profit pour accentuer celui-ci. Dans une série comme One Piece, les gouttières en noir ou en niveau de gris indiqueraient un flashback et les marges blanches le présent. Ici, les pages aux gouttières noires concernent les ghouls, tandis que celles aux interstices blancs, le monde des humains. Les visages torturés, angoissés sont beaucoup plus détaillés, plus déformés chez les ghouls, alors que chez les humains, ceux-ci sont stylisés et innocents la plupart du temps. La version animée, elle, est plus suggestive. Elle s'évite les quelques scènes les plus explicites du manga en faisant du hors-champ ou en faisant passer une ombre sur une partie de l'écran pour en masquer l'action. La mise en scène préfère utiliser d'autres ressorts que la pure représentation graphique. Les yeux sont souvent exorbités en très gros plans et les cadrages de trapioles pour mettre mal à l'aise. La dimension sonore joue pour beaucoup sur l'impact de la série. Un bruit de déglutition ou un craquement sinistre pouvant être bien plus évocateur qu'une scène plus descriptive. Les musiques, et en particulier les génériques, achèvent de donner une ambiance très particulière au tout. Le générique de début est assuré par Tike, de Lintoshite Shigure, un groupe dont l'auteur original est fan, et celui de fin par People in the Box. Le titre joue sur la fascination du spectateur pour les monstres, sans tomber dans une dualité simpliste. Car au final, on ne sait plus vraiment de la goule ou de l'humain, lequel est le plus dérangé et lequel chasse vraiment l'autre. Réflexion sur l'identité de soi, ce n'est pas pour rien que les ghouls possèdent tout un masque bien à elles. Sur la nourriture, thème ô combien chéri des Japonais et ici perverti de manière assez subversive, Tokyo Ghoul est un titre intrigant, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. S'il s'est resté dans sa case shonen, voire jeune adulte, l'histoire reste assez malsaine pour en fasciner certains et en repousser bien d'autres. Le manga s'est terminé au Japon en septembre dernier, après son 13e volume. L'auteur n'a pas perdu de temps pour enchaîner aussitôt sur Tokyo Ghoul Eri, qui débute ces jours-ci à la mi-octobre. En France, Glénat vient de sortir en septembre le 7e volume de la série. Un tournant dans l'histoire, sur lequel se clôt également l'anime disponible chez Wakanim et qui constitue une fin très ouverte. Pas d'inquiétude à avoir, une nouvelle saison démarre en janvier 2015 au Japon. Avec un peu de chance, celle-ci ne tardera pas à arriver en France également.
Lors de sa sortie au cinéma fin mai 2014, nous avions pu croiser le réalisateur de L'île de Giovanni, Nishikubo Mizuho, qui nous présentait son film tout en subtilité, même s'il traite d'un sujet dur. Vous pouvez évidemment retrouver le reportage sur Noko. Et L'île de Giovanni est un long métrage de production Aiji qui raconte l'histoire méconnue de l'île de Shikotan, occupée par l'armée russe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y suit le parcours du jeune Kanta et à travers ses yeux, on voit comment sa famille traverse la guerre. Elle va se faire déposséder de tous ses biens, ce qui n'empêchera pas les enfants de sympathiser avec la jeune Tanya, la fille du militaire russe qui occupe leur domicile. Porté également par la poésie du récit de Miyazawa Kenji, Train de nuit sur la Voie lactée, d'où le film tire son nom, le récit est égrené au jour le jour. Chaque événement est daté précisément comme une sorte de journal intime qui segmente l'histoire et la rythme de manière très régulière. Le réalisateur, Nishikubo Mizuho, proche collaborateur d'Oshii Mamoru, a pris le projet en charge alors que celui-ci existait depuis longtemps. Il était prévu à la base que ce soit un film en prise de vue réelle, mais au vu des difficultés, il aura fini par se transformer en long métrage d'animation. Les meilleurs éléments de production Aiji ont travaillé dessus, ce qui offre au film certaines scènes d'une grande beauté formelle. Dans l'édition collector que propose aujourd'hui Kazé, le film est disponible en DVD et Blu-ray, avec un livret de 96 pages doté de nombreuses informations et illustrations. Le film est présenté comme d'habitude en VF et VOSTF. La version française est réalisée encore une fois par le studio One Take. Celui-ci aura judicieusement laissé les chansons en japonais telles quelles. Même si forcément le japonais, le russe et le français doivent alors cohabiter durant quelques scènes. Exercice délicat, mais qui ne brise pas la magie subtile du film. En bonus vidéo, on peut voir plusieurs entretiens, un avec le réalisateur, un autre avec Santiago Montiel, le directeur artistique, et un dernier avec Polina Ilyushenko, ce qui permet de découvrir le ton chantant de la jolie comédienne russe. Il y a aussi un making-of de plus de 30 minutes qui permet de prendre conscience de l'ambition tout à fait originale du film. On peut y voir Tokuno Hiroshi, le vieux monsieur sur lequel le personnage de Kanta est en partie basé, le travail de Santiago Montiel, argentin vivant en France, et l'enregistrement des voix des enfants, aussi bien au Japon qu'en Russie. On comprend également le casse-tête que cela représente pour le réalisateur de devoir faire chanter en japonais des enfants russes alors qu'ils ne parlent pas la langue, tout en arrivant à transmettre l'intention qu'il a en tête. Production Aiji offre ici un voyage émouvant. Il permet de découvrir un aspect inconnu de la vie sur l'archipel après la défaite. Pour ceux qui n'auraient pas pu suivre le périple de Giovanni durant sa sortie en salle, voici l'occasion rêvée de se rattraper. We're back with the second item from my collection, and it's called Custom Gunman. In Japanese it's called Kozenju Custom Gunman. And it's one of the earlier electronic toys by Nintendo. It's from 1976. At this time, Nintendo was looking for ways to have original toys that people would love in the marketplace. They were trying to become a bigger toy company, and they understood that they need to do this with innovation, with great ideas, that they would come up with original ideas that only Nintendo could think of. And Custom Gunman, I think, is an excellent example of just the type of innovation that Nintendo came up with at the time. It's an electromechanical toy with a light gun. And, well, Custom Gunman is already waiting for some time for us to start the duel, so let's see what happens. Oh, the poor guy is hit and, well, dramatically falls down, but magically, after a couple of seconds, he just erects again, ready for another duel. This type of cowboy game was very popular in the 70s. In fact, gunman games were very popular in video games. And our next section is about that. It's Les Oubliés de Playstory Gunman Chronicles. Mes chers enfants, avant de commencer ce cours d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une petite question. Quand vous n'étiez que de petits circuits imprimés, qu'est-ce que vous rêviez de faire plus tard? Oula, du calme s'il vous plaît, pas tout en même temps. 3DS. Téléphone? Et toi iPhone? Console de jeu. Non mais moi, je vous parlais de métiers qui font rêver les petits humains, comme cow-boy, astronaute ou même chasseur de dinosaures. Parce que le jeu dont on va parler aujourd'hui permet d'être un petit peu tout ça à la fois. Il s'agit d'un jeu de tir à la première personne qui est sorti en 2000 sur PC. Son nom, Gunman Chronicles. Oui, PS4. Non,
Aucun rapport avec Gunman's Proof dont on a parlé avant les vacances. Mais c'est vrai que c'est justement Gunman's Proof qui nous a fait repenser à Gunman Chronicles, lui aussi un oublié de la préhistoire. Gunman Chronicles est donc un FPS basé sur le moteur du jeu Half-Life, lui-même basé sur celui de Quake, premier du nom. On y incarne le Major Archer, un gunman, une sorte de shérif de l'espace cherchant à protéger l'humanité de la menace des aliens Xénomes. Cet univers de science-fiction fleure bon l'Uchronie, puisqu'on y trouve des soldats semblant sortir de la guerre de sécession, des dinosaures, des mechas steampunk et une ambiance générale de western spatial. L'aventure commence lorsque Archer tombe dans une embuscade concoctée par le méchant du jeu, appelé simplement le Général. Livré à lui-même sur une planète reculée et hostile, Archer devra se tirer de ce guêpier, retrouver le Général et arrêter l'invasion Xénome. La parenté avec Half-Life est assez évidente dès les premières minutes de jeu, puisque comme son aîné, Gunman Chronicles commence avec une longue balade dans une sorte de téléphérique traversant une base spatiale de part en part. S'ensuit un entraînement pour apprendre à maîtriser les subtilités du gameplay. En apparence très classique, Gunman Chronicles propose quelques idées assez originales. C'est ainsi qu'il est possible de customiser le fonctionnement de chacune des armes en réglant de nombreux paramètres. Tir simple, chargé ou rapide pour le pistolet de base, nombre de cartouches tirées simultanément par le fusil à pompe, mode d'explosion des grenades, et ainsi de suite. Le jeu propose également de prendre le contrôle des véhicules comme des tanks. Un élément de gameplay devenu aujourd'hui très courant dans les FPS, mais novateur pour l'époque. Le jeu est un peu plus orienté action que Half-Life, mais on retrouve dans Gunman Chronicles l'utilisation de nombreux événements scriptés pour pimenter les niveaux, à l'image de ce dinosaure géant qui tente de croquer le Major. Le Xbox. Et non, malgré toutes ces ressemblances, Gunman Chronicles n'a pas été développé par Valve, les créateurs de Half-Life, même s'ils ont été en quelque sorte les anges gardiens du projet. En réalité, et c'est ça qui est beau dans ce jeu, c'est qu'avant de faire l'objet d'une sortie dans le commerce, Gunman Chronicles était un simple mode créé par les fans. L'équipe de développement, qui prit le nom de Rewolf Entertainment, était en fait constituée de fans répartis aux 4 coins du monde. La plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés et ne se connaissaient que par email ou forum interposés. La première incarnation de Gunman Chronicles a vu le jour en 1996. Au départ, il s'agissait d'un mode pour le premier Quake, connu sous le nom de Gunmanship 101, destiné à enrichir les armes du mode multijoueur. Petit à petit, l'équipe a eu envie de développer une véritable aventure autour de ce gameplay et a commencé à travailler sur une nouvelle version du mode appelé Gunman TC. TC signifie Total Conversion. C'est le nom que l'on donne à un mode cherchant à maquiller le jeu original pour donner l'impression d'un jeu totalement différent. Évidemment, entre-temps, ID Software avait sorti Quake 2 avec un moteur graphique plus spectaculaire. La tentation était grande pour l'équipe du mode Gunman de transformer leur mode pour Quake 1 en un mode pour Quake 2. Mais les différences de technologie étaient trop importantes, ce qui les aurait obligés à tout recommencer de zéro ou presque. Du coup, lorsque Valve sort Half-Life en 1998, qui utilise une version améliorée du moteur de Quake 1, l'équipe de Gunman décide qu'il vaut mieux transposer son mode à ce jeu. Wii U ? Ah, tu as tout à fait raison. D'ordinaire, les modes créés par la communauté ne sortent pas pour autant dans le commerce. Mais l'équipe de Rewolf va avoir la chance de se faire remarquer lors de la Half-Life Mode Expo de 1999. Impressionné par le prototype de Gunman, Valve va décider d'encadrer l'équipe afin de leur permettre de mener le projet à son terme, leur prêtant même des bureaux et l'aide de leur level designer chevronné. Et c'est ainsi qu'en décembre 2000, après presque 5 années de travail acharné, Gunman Chronicles devenait un jeu à part entière. Belle histoire, non ? Bon, je dois vous avouer que le happy end a également ses limites. Malgré des critiques plutôt bienveillantes, le jeu ne fut malheureusement pas un gros succès commercial. La preuve, il est aujourd'hui dans les oubliés de la Playhistoire. D'autant plus qu'il n'est jamais ressorti sur Steam, au contraire des autres dérivés d'Half-Life. Quant à Rewolf Entertainment, l'équipe fut dissoute et ne réalisa jamais d'autres jeux. Oh, mais tout n'est pas complètement noir non plus. Plusieurs des membres de l'équipe Gunman firent par la suite de belles carrières dans le jeu vidéo, comme par exemple Reid Kimball, Rodney Hull, Renier et Adrian Baninga, ou encore Brian Legg, qui travaillèrent sur des FPS à succès comme No One Lives Forever, Fear ou encore les séries Unreal Tournament ou Call of Duty. Voilà mes enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine... Ouais, vous me ferez un nouveau mode d'Half-Life, mais avec des Super Saiyajin et des monstres plantes. Je veux que ça déchire.
So we're back after another episode from Professor Florent. Hope you enjoyed it. My collection actually started at the point when just buying regular games turned into a collection with Game & Watch. What I've brought with me actually is my first Game & Watch, Mario Brothers, which I bought a very long time ago in 1983 when I was still a young guy. I had to save quite some time before I could buy it, so it was very a precious item for me, and I've kept it ever since. So in the 90s, actually I rediscovered Game & Watch as a collector, and around that time it was actually not that difficult to find. In shops, still, well, mostly in the back of the shop, but they were still selling Game & Watch like new, and you could also find them on flea markets quite easily. So at that time I started buying more and more Game & Watches, and at some point I had a full collection, which I still have today. I started reading also more about Nintendo, and I discovered that they had a larger history, and that there was one guy, Gunpei Yokoi, which was involved in many of these games that I loved. So from that point on, I started collecting more items from Nintendo's history, and at the moment I have about, I think, around 750 items from before the NES, the Famicom, from Nintendo's history. So it's one of the largest collections in the world, actually. I'll show a little bit more about that, but first, the next segment, Pourquoi and là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? On est là pour pas perdre de temps, alors on s'y met tout de suite. Sauf Hervé. Hervé, il a tout le temps qu'il veut. Même si tu finis pas, c'est pas très grave, Hervé. Oh, fous-lui la paix. Pardon, hein. Non mais c'est vrai quoi, le mec est super motivé, il fait tout ce qu'il peut, il se fait bâcher à longueur de journée, personne dit rien. Même toi, Catherine, franchement. Non, enfin non mais... Non mais c'est bon Marion, c'est bon, merci. Oui, il lève Marion, il aime ça de toute façon. C'est vrai, t'aimes bien. Oui, j'aime ça. Bon, on s'y met? Alors normalement, c'est moi qui dis ça, Charlotte. Ouais. Mais effectivement, on s'y met. C'est parti. Des bugs. Ouais, des bugs, c'est bien. La mode, je suis quelque chose avec de la mode. Vous êtes encore en train de réfléchir là? Romain, j'ai l'impression que t'es chaud là. Des bugs Mordor. Merci. Je l'avais dit. Des Au bugs. revoir. Debug Mordor. À la toute base, nous, notre idée, c'était, voilà, Minas Morgul d'un côté, Dol Guldur là, puis ensuite il y a Saruman qui a entendu parler du projet, qui nous a filé un petit coup de pote, donc ça c'était pas mal. Il y avait aussi ce délire de, bon, voilà, pour les gouverner tous, ça c'était mon idée. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si c'était à refaire, bon, ben, peut-être que je mettrais un petit peu plus de troupes, enfin je mettrais des troupes tout court au niveau de la montagne du destin. Mais bon, après, c'est facile de refaire l'histoire après coup. So when you're interested in Nintendo's history, it's sometimes difficult to find out actually what went on behind the screens. Nintendo is not that open about the company, they're very secretive. And these books actually, they provide a very rare insight into how many of these games are actually made. What these are company guides that are giving to people who apply for a job at Nintendo. There's a very strict process once a year where people can, after they've graduated from school mostly, they can apply for a job. They need to go through a certain of rounds before they actually accept it. And at some point, if you've passed some rounds, you are sent a book that shows to the people who are interested to work for Nintendo something about the company structure, the company history. But what's very interesting, it also shows you many pictures of actually what it's like working at Nintendo. And these books, they're created once a year and they have great designs. So just for the design alone, they're really very nice to look at. But the interesting part is actually the information that's inside. This one, as you see, actually has a Hanafuda design. It's from this year. This is from a couple of years ago. It's a completely different design. So every year they recreate this book completely. They're very difficult to find, but when you find them, it's something you can look at for hours. Next up is a segment, a report about Dragon Ball Xenoverse.
couldn't have accomplished this without everyone's help. I feel like I will fight someone interesting. Now, time for destruction. Lorsque l'on parle de Bandai Namco Games, on pense avant tout aux adaptations de dessins animés cultes tels que Naruto, One Piece, Dragon Ball, Senseiya ou plus récemment JoJo's Bizarre Adventure. Des jeux en cel shading, la plupart du temps orientés action, reprenant les personnages et les arcs narratifs des œuvres télévisuelles dont ils sont tirés. Du coup, lorsque l'éditeur a annoncé le développement en cours d'un tout nouveau Dragon Ball, on se demandait s'il allait oser innover un tant soit peu, histoire de fêter l'arrivée de la licence sur les consoles PS4 et Xbox One. Le nom du jeu, Dragon Ball Xenoverse, véhicule en effet l'idée d'un univers étrange, d'un monde jusque-là inconnu de Dragon Ball, sachant qu'il proposerait d'incarner un tout nouveau personnage, encore non identifié au moment où nous avons réalisé cette interview. まだ全てが明かせるわけじゃないんですけども、今言えることとしては、未来から来た戦士であるということです。で、プラスアルファで、未来から、ドラゴンボールのみんなが知っている世界に、彼が入り込んでいくというところまでは皆さんにはお伝えできるので、これはすごくこのゲームにとって非常に重要な役割を重要なファクターであるというふうにですので、ぜひこの後近しい未来に情報出せるので期待してくださいと。Bon, désormais on sait qui est ce mystérieux personnage, c'est vous, ou l'un des vous possibles, puisqu'il sera possible de créer son avatar à partir des plus importantes races de l'univers Dragon Ball. L'histoire devait donc pouvoir accueillir ce nouveau venu. 非常に皆に愛されているコンテンツではあるんですけども、やはりもうストーリーとしてはもう終わっているものになります。で、そういう意味では変えようがない部分もありますし、あとはもうずっとゲームとしてもずっと原作再現をし続けて来てました。で、そういう意味ではやっぱり僕がこのゲームを担当するにあたっては、やっぱりドラゴンボールの体験って別にそれだけじゃないというか、それも一番大事なんですけど、もっといろんな切り口というかいろんな体験というのがあっていいんじゃないかというふうに思っていたので、このゲームではもちろん原作再現、原作大好きな人たちが失望しないようなケアっていうのはしつつも、新しいストーリーを入れてみんなにドキドキしてもらうというかワクワクしてもらうっていうのをやりたいというふうに思って新しいストーリーを入れました。Évidemment, il est difficile de trop bousculer un univers aussi connu et apprécié par des millions de fans. すでにもうドラゴンボールの作品というのはもう本当にいっぱいの魅力的なキャラクターがいます。で、彼らを使わない手はないというか、彼らがいないとやっぱりドラゴンボールファンは納得しないというふうに思っているので、工夫したというかすごく心がけたところとしては、やっぱりその原作のキャラクター、原作のストーリーが大好きな人たちっていうのが、まず新しいストーリーを持って、がっかりしないというか、より喜んでもらえるようにしなきゃいけないっていうところに関してはすごく力を入れました。ただ全く同じじゃ今までの体験と全く同じなので、そこにこのドラゴンボールの新しい世界観と新しいストーリーっていうのがうまくマッチするように、ゲームとしては組み立てていきました。Mais mis à part ce contexte renouvelé, l'une des grosses nouveautés de ce Dragon Ball Xenoverse touche à son développement sur les dernières consoles de salon, comme la PS4 et la Xbox One. 大きく、2つ、あります。1つ目がですね、キャラクター表現というところです。まずですね、キャラクターのオーラであるとか、オーラ、とかですね、あと表情をかなりたくさん、ゲームの中に、入れています。で、特に、やられた時の表情っていうやつを、特に力入れてやっております。もう一つですね、破壊に関して今回かなり力を入れてやっております。で、ミドルウェアのハボックというものを使いまして、破壊されたら気持ちいいだろうなって思っているようなところを、とことん、破壊するようにしています。で、もともと物理エンジンなんですけども、今回アニメーションですんで、ちょっとデフォルメしたような形で、破壊を表現しています。Les expressions faciales des combattants évolueront ainsi au fil des affrontements, ce nouveau Dragon Ball étant un titre important pour Bandai Namco Games, comme nous l'explique son producteur, à qui nous allons laisser le mot de la fin. まだもちろん開発中ですし、今後またさらに良くなっていくというふうに思ってるんですけど、まずやっぱり、今回のドラゴンボールのゲームは一つのドラゴンボールのゲームの分岐点というか、一つドラゴンボールのゲームが変わっていく、一つのターニングポイントみたいになってくれればなというふうに思ってまして、そういう意味では今回の大量のチャレンジと、大量の新しいアプローチっていうのが僕の中ではこのゲームを作っていく上での一つの誇りなのかなというふうには思っています。A clock that once had stopped will start to tick again.
Dragon Ball Xenoverse. So we're reaching the end of the show, but before we go, I'd like to tell you a little bit about my book that I've just finished. It's called Before Mario, and it's published with Omake Books. It's a book about a very specific period in the history of Nintendo, which I personally found most interesting. It's from the middle of the 1960s to the early 1980s, when the company really transformed from a quite small local producer of cards into a worldwide known brand of electronics. And in this period, which was only about 25 years, not even 20 years, from my point of view, something magical happened. They started producing all sorts of crazy idea, innovative use of technology, great designs, something like the Game & Watch. The design itself is very interesting, but also the ideas behind it. And it's something that in the end they touched everybody around the world. Well, who doesn't know about Mario in the end? But what I find interesting is actually how was that possible that this company produced it? And if you look at the toys that are present, that they've built in this history, actually you can see them evolve. You can see how one idea led to another, but also their way of thinking, which they evolved during that time, they're still using today. So for me to understand Nintendo, it's really extremely interesting to read about this period. In the book, I've taken an approach of not trying to show all the toys in my collection, but to pick, in the end, it's about 50 that really tell the story very nice, and to also to show these toys in very big photos with lots of details, so you really can get a feel. It's almost like you're holding them in your hands. The book is, as I mentioned, published by Omake Books. It's available now to order. It's in English and French, so I hope also many of the French viewers will be interested in this book. That's it for me for now. I hope you enjoyed today's show, and see you later. Y'a mieux qu'à la casa, va s'assaisonner.